Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 juillet 2026 et notre cher ami Patrick Henningsen est avec nous. Bon retour parmi nous, Patrick. C'est un plaisir d'être avec vous, Nima. Permettez-moi de commencer, Patrick, parce que le prix du pétrole vient de dépasser les $100 le baril. Il s'agit du Brent, il y a quelques instants à peine. Et Donald Trump est sous forte pression. Axios a rapporté qu'ils avaient présenté une nouvelle proposition qui aurait été rejetée par les Iraniens. Nous ne pouvons pas le confirmer, car c'est Axios qui l'a rapporté, et nous connaissons la crédibilité d'Axios. Nous n'avons rien entendu de la part des Iraniens. Nous ne pouvons donc pas le confirmer, mais cela a été rapporté par Axios. Autre point, dans le sud de l'Iran, comme nous en parlions il y a quelques instants, ou il y a 2 heures, certains rapports indiquaient que les États-Unis frappaient des cibles dans le sud de l'Iran. L'autre point, c'est ce qu'a rapporté le gouvernement koweïtien. Il affirme que le ministère koweïtien de la Défense a annoncé que le poste frontière d'Al-Abdali, à la frontière orientale entre le Koweït et l'Irak, a été frappé aujourd'hui par des attaques répétées de drones iraniens. Voilà ce qui se passe dans la région. Et l'autre point, très important, lié au prix du pétrole, que je viens de montrer sur cette image, concerne le Yémen. Ils ont mis en place un nouveau blocus du Yémen. Et l'Arabie saoudite et Donald Trump ont tweeté aujourd'hui qu'il y a 1 an, les États-Unis d'Amérique avaient attaqué très puissamment les Houthis en raison de leur ingérence dans le commerce et les échanges, en tirant sur des navires. Depuis ce moment-là, et pendant notre conflit avec l'Iran, ils ont agi de manière très responsable. Malheureusement, maintenant, ils recommencent en tirant sur 2 navires saoudiens la nuit dernière. Vous savez, ils en ont touché 2 la nuit dernière. Nous avons reçu le rapport. Et je vous prie de considérer que ce message sur Truth signifie que, s'ils recommencent, les États-Unis tiendront l'Iran pour responsable dans ce cas. Les Houthis sont un substitut ou un mandataire de l'Iran, et de lourdes sanctions militaires seront infligées à l'Iran et bien sûr aux Houthis eux-mêmes. Je suis très déçu parce que jusqu'à présent ils ont agi de façon très... C'est toujours la même chose. Je pense que Donald Trump, comme il... Mais que se passe-t-il? Il essaie de faire pression sur l'Iran. Et il essaie de le faire, parce que ce rapport d'Axios, qui disait que l'Iran avait rejeté cela. Ensuite, ils ont rapporté qu'aux États-Unis, Donald Trump avait dit qu'il allait attaquer l'Iran de manière massive. Et voilà la situation, Patrick. Il y a 2 éléments. Le détroit d'Ormuz est fermé. Bab el-Mandeb est assiégé depuis le Yémen, et les États-Unis sont impliqués d'une certaine manière. Hier, nous avons eu un rapport selon lequel les États-Unis avaient tué 2 pèlerins à la frontière. Parce que, vous savez, aujourd'hui ou hier, il y avait l'Arbaïn. C'est très important pour le martyr de l'imam Hussein et ce genre de choses. Voilà donc la situation, Patrick. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe et de la manière dont les 2 parties se préparent, à mon avis, à une vague massive d'attaques? Bien sûr. Commençons par les médias et la dimension politique de tout ça. Ce qu'on voit, c'est l'administration Trump, Donald Trump, utilisant son ridicule réseau social pour essayer de faire croire que le Yémen a déclenché cette nouvelle escalade ou cette nouvelle phase du conflit. Ce n'est pas le cas. C'est l'Arabie saoudite qui l'a fait. Pourquoi? C'est la grande question, et nous y répondrons dans un instant. Et c'est la même chose pour le détroit d'Ormuz. Le président s'active sans relâche avec les médias américains pour en quelque sorte embobiner un public américain lobotomisé. Le genre de gens qui regardent Fox News, le genre de gens qui regardent les médias traditionnels vont regarder la situation et se dire « Bon, regardez, l'Iran, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ils ont tiré les premiers sur le pétrolier battant pavillon singapourien.
Et les États-Unis ont bombardé l'Iran, et ils auraient parfaitement le droit de le faire, parce que Trump le dit. Mais ils ne vous expliquent pas que les États-Unis violent le protocole d'accord. C'est la première chose, et ils violent plusieurs clauses. Ils ne vous expliquent pas non plus que, quoi que fasse l'Iran pour contrôler le trafic dans le détroit d'Ormuz, cela ne justifie pas une escalade militaire, avec des bombardements américains sur le sol iranien. Tout simplement pas. Il n'y a aucune proportionnalité, il n'y a aucune réciprocité. C'est juste en gros la loi de la jungle. Et c'est ce que les États-Unis font depuis le début. Donc les États-Unis essayent de se présenter, Trump y compris, comme la victime, ou comme une sorte de, vous savez, génie stable, celui qui fait ce qu'il faut ici, alors que ce n'est absolument pas le cas. La réalité, c'est celle-ci. On parlera du Yémen dans un instant. Mais soyons très clairs. Soyons très clairs. Concernant le détroit d'Ormuz, d'accord, les États-Unis ont utilisé le protocole d'accord. Ils ne l'avaient absolument jamais utilisé auparavant. Et si vous croyez à cette mise en scène médiatique selon laquelle Trump voulait mettre fin à la guerre, ou qu'il s'inquiétait des approvisionnements en pétrole, il y a peut-être une part de vérité dans ce dernier point. Mais les États-Unis n'ont jamais eu l'intention de respecter leurs obligations au titre de ce protocole d'accord. Et la preuve, Nima. La preuve se trouve dans le choix des cibles. Les États-Unis ont ciblé toute une série d'objectifs à Bandar Abbas, Chabahar, Konarak, sur l'île de Keshm et à Sirik, frappant les infrastructures radars, tout ce qui aurait permis à l'Iran de gérer le détroit d'Ormuz. Il s'agissait de dégrader cela. C'est pour ça que le protocole d'accord avait été conçu. C'était une ruse, d'accord? Autre chose, J.D. Vance a publiquement reconnu que le protocole d'accord, il l'utilisait simplement pour gagner du temps, pour jouer avec les marchés. Il l'a dit publiquement. Donc il a dit « gagner du temps ». Je suppose que c'est pour se réarmer et reconstituer les stocks, même s'ils diminuent, bien sûr. Mais ça ne se joue pas sur une fenêtre de 2 semaines. C'est une stratégie américaine qui s'étend jusqu'aux élections de mi-mandat, Alors vous savez, je sais que beaucoup de commentateurs veulent présenter Trump et J.D. Vance comme, vous savez, étant en train de changer, de pivoter, de changer d'avis. Non, il y a une stratégie derrière. C'est le Pentagone. Le théâtre politique que vous voyez n'est qu'une façade posée sur la stratégie américaine. Et pour prouver encore davantage que c'est une ruse, Trump revient comme par magie. Quand le mémorandum d'accord expire, il va remettre la lettre au Congrès pour demander une prolongation de 60 jours de l'action militaire. Et il fait ça en contournant le Congrès par le biais de l'exécutif. Cela intervient alors que les démocrates, au Sénat comme à la Chambre des représentants, contestent le projet de loi visant à adopter ou à réduire ou à revenir sur la NDAA, ce budget de la défense de 1150 milliards de dollars. Donc ça se produit aussi. Ils vont simplement continuer. Ce que vous allez voir, c'est ce que j'ai dit il y a un mois. J'ai dit que vous verriez ces fausses négociations de paix coïncider avec la prolongation de 60 jours. C'est donc une manière de continuer légalement à faire la guerre sans avoir à faire quoi que ce soit de constitutionnel. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mentir en public. Donc J.D. Vance et Trump, leur rôle, c'est de mentir, de faire semblant de négocier, de faire de la surenchère médiatique, d'avoir l'air cool et de sortir des petites phrases pour les caméras. J.D. Vance a saboté la clause 10 du protocole d'accord quand il a dit « Ah ben, vous savez, les Iraniens ne récupéreront pas leurs avoirs gelés à moins de les donner à nos producteurs américains de soja. » C'est immédiat. Marco Rubio a saboté la clause 1 avec ce projet de loi absurde sur la normalisation qui ne s'adressait qu'à la moitié du gouvernement libanais, qui légalise l'occupation illégale d'Israël et le génocide en cours dans le sud du Liban. D'accord? Parce que c'en est un. Au regard du droit international,
Tout ce qu'ils font relève d'une intention génocidaire caractérisée, exactement comme dans l'affaire devant la Cour internationale de justice concernant Gaza. C'est exactement la même chose, techniquement et juridiquement aussi. Et ce sera probablement jugé comme tel à une date ultérieure. Et puis, Donald Trump a admis qu'il faisait naviguer des navires au plus près des côtes omanaises, en passant par diverses organisations maritimes. Le gouvernement américain était impliqué. Je crois que les Britanniques l'étaient aussi, par l'intermédiaire de l'Agence britannique d'information maritime, afin d'éloigner les gens du contrôle administratif iranien sur le détroit. C'est une violation des clauses 4 et 5. Donc voilà, 1, 2, 3, 4. 4 exemples. Je pourrais vous en donner 2 ou 3 autres, mais restons-en à 4. Si les États-Unis avaient eu la moindre intention de respecter quoi que ce soit dans le protocole d'accord, ils n'auraient pas fait tout ça. Et ils ne l'auraient pas fait aussi délibérément, avec un calendrier aussi soigneusement calculé. Donc nous sommes censés penser, et beaucoup de commentateurs vont simplement dire « Oh, eh bien, Trump est imprévisible, il a changé d'avis. Trump n'a aucune idée de ce qui se passe d'un jour à l'autre. » C'est en quelque sorte la vitrine clownesque de cette opération militaire qui semble totalement dépourvue de stratégie cohérente en coulisses. Bon, passons maintenant au Yémen. Qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi l'Arabie saoudite, après avoir conclu une trêve effective avec les Yéménites depuis 2023, Nima, et la situation est restée relativement stable depuis 2023, quel intérêt aurait-elle à reprendre les hostilités avec Ansar Allah, que les Américains appellent les Houthis? Quel intérêt aurait-elle à faire ça? Aucun. Il n'y a aucun avantage, parce que la dernière fois, cela a été dévastateur pour l'Arabie saoudite. Cela a aussi été très mauvais pour les marchés de l'énergie, mauvais pour Aramco, mauvais pour beaucoup de choses, pour la stabilité et la sécurité mondiale. Alors, pourquoi ferait-il une chose pareille? Eh bien, la réponse est que, vous savez, Trita Parsi a fait une analyse là-dessus. Il a dit, « Oh, cet accord sur l'enrichissement nucléaire entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, c'est pas un bon accord pour les États-Unis. Ils obtiennent rien et l'Arabie saoudite obtient tout, parce que la version précédente de cet accord était liée aux accords d'Abraham. Donc l'Arabie saoudite peut enrichir, mais en échange, normalisation avec Israël. Et soudain, tout ça a été en quelque sorte laissé de côté, qui faisait pression sur l'Arabie saoudite pour qu'elle intercepte l'avion de ligne d'Iranian Airlines à l'aéroport de Sanaa. Les États-Unis faisaient clairement pression sur l'Arabie saoudite. C'était un donnant-donnant pour faire passer l'accord sur l'enrichissement. Oui, et au même moment, le Pakistan annonce son alliance militaire, disant avoir une alliance régionale avec l'Arabie saoudite et pouvoir potentiellement intervenir au sujet du Yémen au nom de l'Arabie saoudite. De quoi le Pakistan supplie-t-il en ce moment? D'un prêt de 10 milliards de dollars pour stabiliser sa monnaie, accordé par Scott Bessent. D'un plan de sauvetage venant du maître de la monnaie, de Littlefinger. Vous voyez donc comment tout cela s'aligne. C'est un président transactionnel. En coulisses, il joue au bonneteau, en pensant que toutes ces manœuvres tactiques sont géniales et qu'il tient tout le monde sous contrôle. Mais ce n'est pas une stratégie. Ce sont des tactiques, et cela va finir comme toutes les tentatives précédentes de cette administration. Cela va finir en désastre. Ça ne fera qu'aggraver ce désastre ferroviaire. Et devinez ce qui s'est passé ce matin. Maintenant que l'Arabie saoudite a fait le sale boulot pour Washington au Yémen, qu'a fait Trump? Ils disent « Ah, il change les règles du jeu. Nous ne signerons pas l'accord tant que vous n'aurez pas normalisé vos relations avec les Israéliens. Vous devez rejoindre les accords d'Abraham, Riyad. Sinon, pas d'accord sur l'enrichissement nucléaire. » Alors, est-ce que ça vous surprend? Moi, ça ne me surprend pas.
C'est comme ça que fonctionne cette Maison-Blanche. Si vous faites affaire avec l'administration Trump, leur parole ne vaut rien. Que ce soit avec les Saoudiens, les Iraniens ou les Pakistanais, peu importe. Ils ne sont tout simplement pas capables de mener une véritable diplomatie d'État, mature, parce qu'ils se croient très malins et pensent pouvoir toujours prendre le dessus sur tout le monde. C'est cette attitude-là et cette mentalité à somme nulle aussi. Donc cela ne change en rien le calcul du Yémen. Ils se mettent simplement en mode défensif et ils vont recommencer à faire ce qu'ils ont déjà fait plusieurs fois auparavant. Et il y a autre chose que les gens doivent comprendre. Et beaucoup de gens ne savent pas grand-chose sur la guerre au Yémen. En 2015, on n'en parlait pas. En 2015 et 2016, tout le monde parlait de Trump et de MAGA à cause de l'élection. Mais cette guerre a été lancée par Barack Obama en mars 2015. C'était une guerre par procuration des États-Unis. Regardez l'aide que les États-Unis donnent à Israël. Elle est considérable. Tout l'armement, les F-35. Les États-Unis ont autant de profondeur et de contrôle sur l'armée saoudienne. La seule différence, c'est que l'Arabie saoudite paye et Israël ne paye pas. Israël reçoit tout gratuitement. L'Arabie saoudite paye. Voilà la différence. C'était donc une guerre par procuration. Tous les objectifs du démembrement du Yémen, entre la zone frappée par Ansar Allah, c'est-à-dire contrôlée par les Houthis, qui se trouve sur le détroit de Bab el-Mandeb et une partie de la mer Rouge, et Aden, ainsi que ce que l'Arabie saoudite reconnaît comme le gouvernement administratif du Yémen. Ce plan de partition était dès le départ un plan américain. Il avait été élaboré par les administrations précédentes. Donald Trump l'a repris, en a hérité, puis l'a intensifié durant son premier mandat. Vous savez, Trump a beaucoup attisé la guerre pendant son premier mandat. Il n'a certainement pas fait marche arrière sur ce dossier-là. Pourquoi Nima? Qui pousse l'Amérique à mener cette opération au Yémen, à occuper Socotra, vous savez, à contrôler les détroits de Bab el-Mandeb? C'est une priorité israélienne. C'est une priorité israélienne. Et c'est pour cela que les États-Unis ont lancé cette opération en 2015. C'était il y a 11 ans. Ils sont toujours là. Ils la dirigent toujours. Et ils continuent de tout gérer dans le détail, y compris le siège de Hodeïda et tout le reste. C'est la politique des États-Unis. Le Yémen le comprend. Ils sont là pour le long terme. Mais penser que tout cela n'est pas entièrement planifié par Washington, c'est d'une naïveté affligeante. Et beaucoup de gens passent complètement à côté de la situation. Donc, à chaque point de passage stratégique, Washington a un plan pour tout. Le canal de Suez, Bab el-Mandeb, Israël aussi, le détroit d'Ormuz, et ainsi de suite, ainsi que tous les différents contournements par oléoduc. Le point que vous avez évoqué sur l'accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite concernant le programme nucléaire et le nouvel accord, c'est pour 30 ans, si je ne me trompe pas. Et voici ce que Donald Trump a tweeté. Cet accord sur le nucléaire civil, sans enrichissement de matière, conclu entre le département américain de l'énergie et l'Arabie saoudite, ne concerne que des usages non militaires, comme ceux dont dispose déjà l'Iran. Les Émirats arabes unis et d'autres pays sera approuvé, mais il est entièrement conditionné à l'adhésion de l'Arabie saoudite au très respecté et fructueux accord d'Abraham. Très respecté. Jen. Nous savons que l'Arabie saoudite, du moins d'après ce que nous avons entendu de sa part jusqu'ici, ne rejoindra pas les accords d'Abraham, bien sûr, avant la reconnaissance de l'État de Palestine. Or, il ne semble pas que cela va arriver de sitôt, ni de la part des États-Unis, ni des Israéliens, parce qu'ils sont toujours en Cisjordanie et que la situation y est si compliquée. Et je ne vois pas comment cela va apporter quoi que ce soit. Est-ce qu'ils vont recevoir
Ou est-ce que l'Arabie saoudite veut recevoir ce programme? On dit qu'il ne s'agit pas d'enrichissement d'uranium. En gros, cela signifie qu'il y aurait une centrale nucléaire là-bas sans enrichir l'uranium. Il viendrait de l'extérieur. Les États-Unis ne produisent pas d'uranium enrichi, si je ne me trompe pas. Ils en reçoivent de Russie et d'autres pays. Et je ne sais pas qui fournira l'Arabie saoudite en uranium enrichi. C'est ma question. Eh bien, ils auront la capacité de le produire au fil du temps. Ils l'auront. Et là, ça ouvre tout un autre débat. On peut voir les choses ainsi. Si l'Arabie saoudite, disons qu'elle est désespérée de conclure la paix, disons que les Émirats arabes unis sont désespérés de conclure la paix, signent cet accord et reconnaissent Israël, alors cela leur permet d'enrichir jusqu'au niveau convenu. Si vous lisez le résumé de cet accord, je dirais que le régime de contrôle de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est très léger. Mais si l'Arabie saoudite est autorisée à enrichir de l'uranium, ne serait-ce qu'à 3 ou 3,5%, alors elle ne peut pas soutenir que l'Iran ne peut pas en faire autant. Cela crée donc tout un autre problème. Mais d'une certaine manière, cela crée aussi une solution, parce que cela équilibre les pouvoirs dans le Golfe Persique, au moins sur cette question. Et vous pourriez conclure une sorte d'accord bilatéral. Peut-être que ce sera à l'avenir une porte de sortie possible pour tout le monde. C'est donc un jeu. Ce sont des cartes, mais les États-Unis jouent de l'argent. Et ce qu'ils font, c'est beaucoup de paris à court terme. Le problème avec cette administration, c'est que Donald Trump est un négociateur épouvantable. Épouvantable. C'est le pire négociateur de l'histoire parmi les présidents américains. Et il est entouré de bons à rien, qui sont sans doute encore pires que lui, parce que c'est une condition pour faire partie de l'administration Trump. Vous ne pouvez pas être plus intelligent que le président. Sinon, vous n'êtes pas autorisé à entrer dans l'administration. Vous pouvez seulement être doué pour faire circuler l'argent. C'est à peu près tout. Donc, peut-être que l'homme le plus intelligent de l'administration, pourrait-on dire, c'est Scott Bessent. Mais là encore, regardez le désastre des guerres tarifaires. Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui qui conseillait le président? J'espère que non. Mais c'est un désastre total. Ils pensent donc que d'une manière ou d'une autre, ils vont pouvoir manipuler les marchés de l'énergie à court terme, manipuler les marchés boursiers avec ces différentes mesures, manipuler l'approvisionnement en pétrole d'une certaine façon. Oui, le pétrole pourrait monter, mais cela pourrait aussi être une manne de profit pour les producteurs d'énergie américains. Ce sont eux qui en tireraient la part du lion, tout en empêchant l'Iran de vendre son pétrole, et peut-être même en empêchant certains États du Golfe d'y avoir accès. Vous pensez que les États-Unis se soucient vraiment tant que ça des États du Golfe? Regardez à quel point ils ont attiré le feu sur tous les États du Golfe en y installant leur base. Je ne pense pas que les États-Unis se soucient tant que ça des États du Golfe. Et ils savent que s'ils ont des problèmes, ils auront besoin, en gros, d'une sorte de sauvetage par les États-Unis. Enfin voilà, c'est comme ça que je vois certaines de ces dynamiques, Nima. On pourrait parler de 2 ou 3 autres aspects, mais ce sont les principaux éléments que je vois. Je pense que la question, en ce moment, est de savoir combien de temps les États-Unis veulent continuer dans la situation où ils se trouvent avec cette affaire de... Parce que la dernière résolution préparée par Lindsey Graham et Blumenthal portait entièrement sur la Russie. Et Donald Trump a dit qu'ils allaient y ajouter l'Iran. Cela veut dire que, tôt ou tard, ils vont imposer ce nouveau régime ou cette nouvelle série de sanctions à l'Iran et à la Russie. C'est une partie du problème. L'autre, c'est le commerce et le détroit de Bab el-Mandeb. Et c'est un point très critique pour le marché pétrolier, parce que le canal de Suez est ouvert, mais ils ne pourront pas exporter autant de pétrole par le canal de Suez.
C'est pour cela que vous voyez les prix du pétrole augmenter fortement. Selon vous, Patrick, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Donald Trump? Est-ce ils pourraient annoncer, vous savez, je vais annoncer un cessez-le-feu à nouveau. Ils l'ont déjà fait auparavant. Je ne sais pas. C'est ce qu'une ligne. Est-ce que cela va influencer la bataille? Voyez-vous l'Iran reculer ou les Houthis se soucier de ce que ferait Donald Trump? Non, pas à ce stade. Mais les États-Unis doivent faire ça. Ils le doivent. Ils doivent le faire pour le public américain. Ils doivent le faire pour les marchés américains. Et ils doivent le faire pour que leurs alliés pensent qu'ils essaient. Et ce qu'ils font, c'est se leurrer. Ils ne trompent pas les Iraniens, d'accord? Ils ne les trompent pas. Ils se trompent eux-mêmes. Ils trompent le public américain et leurs alliés. Et peut-être les États du Golfe, mais je ne pense pas que les États du Golfe soient si stupides que ça. Enfin, je ferai une exception pour Bahreïn et peut-être le Koweït. Je veux dire, ce qui se passe est tout simplement insensé. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les États-Unis sont engagés militairement et qu'ils ont un certain type de stratégie. Je ne pense pas que ce soit très bon, mais ils ont quelque chose. Ils vont continuer à jouer sur ce genre de cycle intermittent d'escalade de faible intensité, ponctué de faux cessez-le-feu et de faux accords. Ça coïncidera avec des renouvellements de 60 jours, avec Donald Trump qui envoie une lettre au Congrès et avec eux qui supplient pour obtenir davantage d'argent afin de poursuivre la guerre. Enfin, c'est comme ça que ça va se dérouler jusqu'aux élections de mi-mandat. Le point culminant pourrait être une sorte d'invasion terrestre à un moment entre maintenant et les élections de mi-mandat. Idéalement, ce serait vers septembre ou quelque chose comme ça. Et ce serait temporaire. Il tiendrait temporairement un territoire. Fox News ferait un grand feu d'artifice. Ils sortiraient les drapeaux et il pourrait y avoir des soldats morts. Et ils vont probablement, comme ils le font maintenant, utiliser les soldats américains morts pour galvaniser la base MAGA en disant « Oh, comment ces Iraniens osent-ils? Comment osent-ils tirer sur nos militaires? » Alors même que c'est nous qui avons commencé la guerre et que nous tirons sur l'Iran. Selon les États-Unis, l'Iran n'aurait pas le droit de riposter contre des bases américaines. Et Donald Trump dit que pour chaque militaire américain qui meurt ou qui est blessé, les Iraniens vont, vous savez, le payer très cher. Il y aura des dégâts et des destructions 10 fois ou 100 fois supérieures, peu importe. Donc c'est juste une rhétorique totalement médiévale, en quelque sorte barbare sur la guerre et tout ça. Mais les États-Unis doivent donner l'impression d'être actifs. Des fonds ont été alloués pour ça. Pete Hegseth doit lui aussi donner l'impression d'être actif. C'est pour élaborer des opérations. C'est pour ça que vous voyez Kellogg et Jack Keane tout le temps sur Fox parler essentiellement de l'île de Karg, de l'île de Keshm et de la 92e division aéroportée. Quand vous voyez ces experts militaires, ces soi-disant experts, qui sont payés dans les $1000 pour aller faire 7 minutes sur Fox, c'est ridicule, l'argent qu'ils leur versent. Et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais enfin, ce qu'ils font, c'est vendre un plan opérationnel. Ce plan sera peut-être exécuté, ou peut-être pas, mais ils doivent faire ça pour les relations publiques. Ils travaillent toujours pour l'industrie de la défense. Tous ces types, chacun de ces experts sur CNN et Fox, travaillent pour l'industrie de la défense. Ce sont des lobbyistes, d'accord? Alors ils doivent avoir l'air occupés. Donc que cela arrive ou non, cette opération terrestre pour prendre temporairement une île, les États-Unis la prendraient probablement temporairement et feraient ce qu'ils ont fait à Ispahan. C'est-à-dire qu'ils établiraient une sorte de position ou quoi que ce soit. Ils disent que c'était une opération de sauvetage. C'est discutable, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, ensuite, ils bombardent la zone après leur départ,
pour détruire leurs campements, leurs C-130, tout équipement laissé sur place et probablement les hommes aussi. Donc c'est plus vraisemblablement ce que les États-Unis pourraient faire dans ce sens. Ce serait donc comme une opération terrestre théâtrale, juste avant les élections de mi-mandat, pour tenter d'obtenir un rebond. Et s'il y a de lourdes pertes parmi les troupes américaines, ce sera simplement encore plus de grains à moudre pour le parti de la guerre. Je veux dire, Israël adorerait ça, parce qu'ils savent que plus il y a de soldats américains morts, plus la base MAGA s'investit profondément dans la guerre. Ils le savent, donc ils sont totalement pour. Et leurs relais médiatiques dans l'ensemble des médias américains le sont aussi, en faisant la promotion de cette idée même en ce moment. Alors, puisqu'ils doivent mener ces opérations, ils doivent continuer à faire des choses. Ils doivent avoir un plan NIMA. Et le plan qu'ils ont présenté, et que l'état-major interarmé semble avoir approuvé, c'est la dégradation progressive des infrastructures iraniennes le long de la côte sud, ainsi que dans et autour du détroit d'Ormuz, afin d'empêcher l'Iran d'être capable de gérer les détroits de manière compétente et matérielle. Et cette fenêtre ne dure pas 2 semaines. On parle d'une période qui va jusqu'en février et mars, jusqu'au printemps prochain. C'est la durée de la fenêtre dont disposent les États-Unis sur ce dossier. Et ils peuvent continuer à faire ça par intermittence, puis organiser une fausse, envoyer J.D. Vance, Witkoff et Kushner, les fils Trump, peu importe comment ils s'appellent, et les dépêcher là-bas. Ils peuvent faire un sommet à Islamabad, un sommet à Anchorage, peu importe. Ça n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit de substantiel. Ça n'a pas besoin d'aboutir. Il faut juste que ça continue à avancer, en quelque sorte à un certain rythme, jusqu'aux élections de mi-mandat. Donc ils feront ce que, selon moi, ce président fera. Quoi qu'il croie, en bien ou en mal, ce qu'il croit lui donnera le meilleur résultat aux élections de mi-mandat. Mais en dessous de ça, il y a cette stratégie, priver l'Iran de son levier sur le détroit, qui est son meilleur moyen de pression. C'est donc là-dessus que les États-Unis sont concentrés à 120%. Et donc, si la question du Yémen et de Bab el-Mandeb se pose, ils voudront plus probablement recourir à l'équilibrage offshore classique, faire de l'Arabie saoudite leur exécutant local. Mais pour ça, ils doivent avoir un moyen de pression sur l'Arabie saoudite, et cet accord nucléaire n'en est qu'un exemple. Je ne pense pas que les États-Unis aient un très grand levier sur l'Arabie saoudite, mais ils en ont un peu. Et ils ont aussi un levier sur le Pakistan, Ming, qui a une alliance militaire avec l'Arabie saoudite. Ils pourraient donc peut-être monter une sorte d'accord de coalition pour gérer le Yémen. Cela pourrait être acceptable. Puis ils mettraient tout sur le dos de l'Iran et utiliseraient n'importe quelle escarmouche au Yémen comme prétexte pour bombarder l'Iran, selon la logique américaine. Au passage, Israël adore ça, parce que, pour le moment, cela détourne toute l'attention de lui. Enfin bref, voilà ce que j'observe. Est-ce si surprenant que le Koweït devienne d'une certaine manière la ligne de front? Et à chaque fois, là, un nouveau rapport vient de sortir, de nouvelles images ont été publiées, montrant que l'Iran a frappé l'un de ses HIMARS au Koweït. Je ne sais pas combien de HIMARS ils ont au Koweït. On dirait qu'ils déplacent toutes ces armes pour attaquer l'Iran. Il ne s'agit pas seulement des bases américaines. Ils déplacent des choses. Comme l'a dit le ministre iranien des Affaires étrangères, tous ces pays deviennent des bases américaines. Il ne s'agit pas de la base américaine elle-même. Il s'agit du pays tout entier. De tous ces pays, de tout le territoire, qui devient une sorte de champ de bataille. La portée des roquettes HIMARS, je ne pense pas que cela concerne tant l'Iran que potentiellement l'Irak. Parce que si, disons, et je ne parle pas des 2 prochaines semaines, mais d'un moment ou un autre,
Si la situation continue d'escalader et devient vraiment mauvaise, et que le Hajj al-Sha'abi est activé en Irak, alors les roquettes HIMARS seraient dirigées dans cette direction, contre les brigades du Hajj qui avanceraient. Elles comptent actuellement 130 000 hommes. Et elles pourraient mobiliser, s'il y avait une fatwa ou quelque chose de ce genre, 50 000 personnes de plus, facilement, très facilement. Tous les enfants, qui miment, tous ces gamins de 8 ou 9 ans qui idolâtraient les unités de mobilisation populaire pendant la lutte contre Daesh, ils sont tous bien plus âgés aujourd'hui. Ils ont 19, 20, 21 ans, tous ces enfants. Ils sont désormais en âge de combattre. Et les volontaires ne manquent pas. Voilà ce que je vois. Le plus gros problème du Koweït pourrait être l'Irak. S'il continue à permettre aux États-Unis de l'utiliser comme plateforme de lancement pour une agression contre l'Iran. Patrick, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré qu'Israël était prêt à toute éventualité. Nous sommes prêts à tous les scénarios. Si l'Iran attaque Israël, il subira un coup écrasant. Depuis, je dirais, 10 jours, il répète le même type de discours. Si l'Iran nous attaque, ce sera massif. Notre réponse sera massive. Nous les frapperons très durement. Mais rien n'indique que l'Iran va les attaquer. À votre avis, avec ces attaques qui atteignent la Jordanie et la manière dont l'Iran frappe les armes américaines en Jordanie, est-ce qu'ils pensent vraiment que l'Iran va les attaquer? Ou bien ils avancent cet argument simplement pour faire savoir qu'ils craignent d'une certaine manière des attaques iraniennes sur leur sol, à cause des systèmes de défense aérienne, à cause des intercepteurs. Ils ne sont plus autant capables de défendre Israël. Vous savez, les problèmes qu'ils ont, même avec ces pays du CCG, Patrick. Regardez les attaques iraniennes contre le Koweït, Bahreïn et la Jordanie. On ne voit aucun système de défense aérienne. Il n'y a rien pour ces pays. La Jordanie est la plus importante de toutes, parce que la blague dans la région, c'est que la Jordanie est une batterie anti-aérienne ou anti-missile israélienne, avec un pays autour. C'est sa seule raison d'être. Son rôle, c'est de défendre Israël. Donc la Jordanie est, en gros, vous savez, je ne veux pas employer le terme péjoratif, mais beaucoup de choses ont été dites sur le roi et sur le régime là-bas. Mais si sa capacité à servir de bouclier défensif pour Israël est affaiblie ou supprimée, c'est énorme. C'est la ligne de défense directe la plus importante parmi les pays voisins pour défendre les Israéliens. Ils n'auront pas ce niveau de défense de la part de l'Arabie saoudite ou de qui que ce soit d'autre. Mais ils pourront toujours compter sur la Jordanie, parce que c'est un État fantoche. C'est en gros un protectorat américain et britannique. C'est un régime fantoche. Mais le problème, c'est que cet État fantoche compte 70% de population palestinienne. Et le roi est extrêmement impopulaire en ce moment. Enfin, les Iraniens ont un peu, je ne sais pas si c'était de l'audace ou pas, mais ils disaient « Eh bien, nous avons obtenu des renseignements de Jordaniens, de membres de l'armée jordanienne, sur des cibles et des informations. Merci beaucoup pour votre aide, les Jordaniens. » Et ainsi de suite. Après, personne ne sait vraiment quelle part de tout ça est vraie. Mais je pense que cela reflète un sentiment général très réel. C'est un régime très impopulaire. Je pense que le roi Abdallah a presque fermé les yeux sur le génocide. Et il a fait quelques largages aériens de pure façade, seulement après de fortes pressions de la part des militants. Il a fait quelques largages aériens de pure façade sur Gaza ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, ils ont permis, je crois, que leur territoire serve de zone de transit pour des livraisons vers Israël via les Émirats arabes unis, d'après ce que j'ai pu voir. Donc la Jordanie est totalement complice. Et je pense que la Jordanie est très importante. Cela inclut aussi le fait que les États-Unis disposent de plusieurs installations, dont Al-Tanf, qui se trouve techniquement en Syrie.
C'est un point stratégique très important, parce que c'est là que la frontière syrienne rejoint la frontière irakienne et la frontière jordanienne. C'est très très important sur le plan de la défense. Toute la région forme un immense parapluie, parce que, vous savez, Israël, je ne sais pas quelles sont il n'a pas de frontières déclarées. C'est un autre problème. Mais disons, généreusement, qu'Israël fait 20 000 kilomètres carrés. Généreusement. Disons que c'est le cas. Alors ils n'ont aucune profondeur stratégique. Aucune, vraiment. Leur profondeur stratégique, c'est la Jordanie. Ce sont les États arabes du Golfe. C'est le Golfe Persique. C'est la marine américaine et la Méditerranée orientale. C'est Chypre. C'est la Grèce. Voilà leur profondeur stratégique. C'est Djibouti. Ce sont tous ces autres endroits. Et ainsi de suite. Voilà leur profondeur stratégique. Ce n'est pas Israël lui-même. Donc si la Jordanie tombe, si elle tombe effectivement, je pense que c'est là un véritable talon d'Achille sur lequel l'Iran fait pression. Cela voudrait dire que les États-Unis devraient relocaliser les moyens dont ils disposent et qui n'auraient pas été endommagés, ou je ne sais quoi. Où pourrait-il aller sinon? Dans le nord-est de la Syrie, ou en Israël. Et là encore, cela signifie simplement qu'il y aura, en Israël, une concentration plus dense de cibles américaines. Et cela veut aussi dire que l'aéroport Ben Gurion devient alors une cible légitime. C'est pour cela que les Américains et les Israéliens ont été très réticents à frapper et détruire les aéroports internationaux iraniens à Téhéran, parce qu'ils savent que cela ouvrirait la voie à un anéantissement total de Ben Gurion. Et ce serait, disons, le coup de grâce ultime pour Israël. Si les Israéliens ayant la double nationalité ne peuvent pas s'échapper via Ben Gurion, alors je veux dire, il y aura des bateaux qui viendront accoster. Et ce sera comme s'ils criaient tous « Oh, c'est reparti ». Je vais choisir de fuir leur patrie. L'Occident va évidemment en faire tout un spectacle théâtral. Mais que peut-on dire d'autre? Les États-Unis ont 60 avions ravitailleurs en vol stationnés à l'aéroport Ben Gurion, au point qu'ils ont dû déplacer des avions de ligne commerciaux. Ils ont dû déplacer des avions civils pour faire de la place à des ravitailleurs militaires américains dans un aéroport civil en Israël. Je veux dire, c'est un peu le niveau de folie auquel on assiste ici. Et ça me fait me demander, Nima, si cette administration a vraiment toute sa tête, à certains égards. Parce que ça, à lui seul, c'est l'un des plus gros signaux d'alarme que j'ai jamais vus. Oui, je pense que personne ne peut comprendre ce qui se passe dans l'esprit de l'administration Trump et de Donald Trump lui-même, parce que le cas de l'Arabie saoudite devient crucial, à mon avis, pour toute la conception de la guerre dans le Golfe Persique. Je ne sais pas quel serait le plan iranien en ce moment si les États-Unis décidaient de prendre les discussions au sérieux. Tout va tourner autour du Yémen. Il sera question du Liban, de la Palestine. Il est impossible d'ignorer la réalité de ce qui s'est passé jusqu'ici, essentiellement dans le cas du Yémen. Et le Yémen s'en sort. Ils ne veulent pas que cela leur arrive. Vous vous souvenez de la façon dont ils ont souffert pendant des années sous le blocus de l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis. Et je suppose que ça continue de souffrir. Ça continue de souffrir. Ils souffrent toujours, oui. Ils souffrent toujours, oui. Et ils ont la solution là, maintenant. Et il ne s'agit pas seulement de leur propre initiative, car la combinaison du détroit d'Ormuz et de Bab el-Mandeb leur donne un levier considérable sur l'Arabie saoudite. Et c'est le moment pour eux. Oui, enfin, si l'Arabie saoudite intensifie l'escalade, et elle l'a déjà fait avec les 2 pétroliers, je crois, juste avant notre passage à l'antenne, ces 2 grands pétroliers saoudiens auraient été frappés par Ansar Allah en mer Rouge.
Et si le Yémen voulait assiéger Yanbu, il peut le faire. Et il pourrait le faire pendant des mois, même si cela devait prendre 3 mois. À terme, ils vont frapper de grandes raffineries, de grandes installations de stockage des oléoducs. Ils finiront par tous les frapper. Enfin, si l'Arabie saoudite, alors l'Arabie saoudite n'a plus rien. Plus aucune exportation ne part. Rien. Rien ne sort du détroit d'Ormuz, à moins qu'ils ne puissent acheminer les approvisionnements via les Émirats arabes unis et le golfe d'Oman. Mais ce n'est pas pratique non plus. Donc, du point de vue saoudien, je ne vois pas en quoi cela leur serait bénéfique. Je dois penser, Nima, que les États-Unis exercent sur eux une très forte pression et leur promettent probablement que ce n'est qu'une situation temporaire, parce qu'il n'y a aucune raison pour que l'Arabie saoudite s'engage à nouveau dans un affrontement de longue durée avec les Yéménites. Je ne vois tout simplement pas cela, après tout ce qui s'est passé depuis 2015, et sachant qu'ils connaissent une stabilité relative depuis 2023. L'armistice a été relativement réussi. Et les Émirats arabes unis se sont retirés eux aussi. Ils n'ont plus de troupes régulières en tout cas, du moins pas en uniforme. Ils n'ont plus personne sur place. Donc, du point de vue saoudien, je dirais que la situation est globalement meilleure. Mais il faut se souvenir d'une chose. Sous l'administration Obama, quand les États-Unis ont eu cette idée de lancer, en gros, une guerre civile au Yémen, c'était une guerre par procuration américaine, utilisant les exécutants locaux de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. C'est une politique américaine. C'est une politique d'équilibrage au large. C'est une véritable stratégie. Cette guerre n'était pas censée durer 10 ans. Ce n'était pas prévu. Elle devait être terminée. Ils ne s'attendaient pas à une telle résistance de la part d'Ansar Allah. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi bien organisé. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi populaire. Et leur popularité, ainsi que la solidarité dans cette partie du Yémen, n'a fait qu'augmenter considérablement. Ils disposent donc, à terme, d'un atout très solide dans les négociations avec le gouvernement d'Aden, reconnu par l'Arabie saoudite. Il pourrait donc y avoir, je veux dire, il y a eu des pourparlers. On a presque vu une résolution de cette guerre civile il y a 1 an et demi. C'était très proche. Tout le monde en parlait. J'étais presque en train de prendre des dispositions pour aller couvrir ça, comme beaucoup d'autres journalistes des grands médias. Je parlais avec un agent qui travaille avec CNN et tous ces autres grands médias, et il m'a dit, « Écoutez, il se passe de grandes choses ici. C'était il y a environ 1 an et demi. » Et donc, ça fait vraiment reculer les choses. Alors, je ne vois pas, il n'y a pas de... Vous voyez le Pakistan se joindre à ça? Voyez-vous le Pakistan faire quelque chose? Ça dépend. Enfin, jusqu'où le Pakistan est-il capable de résister à la pression américaine? En ce moment, Scott Bessent leur agite 10 milliards de dollars sous le nez. Il leur propose un plan de sauvetage à la Milei en Argentine pour stabiliser la roupie pakistanaise. 10 milliards de dollars, ce qui réglerait beaucoup de problèmes à court terme. Le Pakistan a ses propres problèmes politiques internes en ce moment. Vous pouvez en être certain. Et une grande partie de ces problèmes est liée aux difficultés économiques, aux problèmes récurrents auxquels le Pakistan est confronté. Donc, ça dépend. S'agissant d'un déploiement d'équipements militaires pakistanais, de frappes aériennes contre eux, je ne pense pas. L'Arabie saoudite dispose d'une force aérienne tout à fait capable, avec des F-15 américains. Ils viennent de commander tout un tas de F-35, même si je ne sais pas combien de temps il faudra pour livrer l'ensemble. Probablement pas de sitôt. Mais vous savez, l'Arabie saoudite a une armée de l'air. Ils ont beaucoup de munitions, mais est-ce qu'ils veulent recommencer? Je ne pense pas qu'ils veuillent refaire ce qu'ils faisaient avant. Je pense que Trump leur a dit, en gros, les États-Unis leur ont dit, non, c'est un accord à court terme. Nous devons faire X
IS, et nous ne pouvons pas laisser les Yéménites fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Nous ne le pouvons tout simplement pas. Mais le fond du problème, Nima, c'est que c'était une mauvaise idée dès le départ, quand les États-Unis ont commencé cette guerre au Yémen en 2015. Elle était censée être terminée en 2017. Nous sommes en 2026. It was supposed to be over by 2017. It's 2026. It's 20, and they've run out of band-aids. Nous sommes en 2026 et ils n'ont plus assez de pansements pour toutes ces situations. Et ils créent toute une série de nouveaux problèmes avec l'Iran, sans même parler du Liban ou de la Syrie. On n'en parle même pas pour l'instant. Donc, les États-Unis, je pense qu'on est arrivé à un point où les États-Unis ne sont plus capables de gérer tous ces petits foyers de tensions disparates qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Empire britannique. Ils ne pouvaient plus gérer tous les petits incendies qu'ils avaient allumés. Je crois que les Britanniques géraient pendant l'entre-deux-guerres plus de 40 guerres à travers le monde. D'une part, ils n'en avaient pas les moyens. Et d'autre part, sur le plan logistique et physique, ils ne pouvaient tout simplement pas le faire. Ils n'arrivaient pas à gérer ça. Et c'est, je pense, l'une des choses qui ont fini par accélérer le déclin de l'Empire britannique. Et je pense que pour les États-Unis, surtout quand on parle du Moyen-Orient et de l'Asie occidentale, la même chose va se produire, quoi qu'ils fassent. Je veux dire, on parle beaucoup des armes nucléaires en ce moment. C'est une autre discussion, bien sûr. Mais je pense que sur le plan géopolitique, ça changerait complètement la donne. Si on s'engage dans cette voie, ce ne serait pas seulement un bouleversement pour la région, mais à l'échelle mondiale. Ça changerait complètement la donne. Mais c'est une autre discussion. Restons simplement dans le cadre conventionnel, avec les forces militaires conventionnelles, les scénarios et les théâtres conventionnels dont nous disposons. Les États-Unis ne peuvent pas gérer ça. Ils ne le peuvent pas. Tout simplement pas. Et ils ne peuvent pas non plus compter sur leurs partenaires locaux pour le faire. L'équilibrage au large, c'est très bien en théorie. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire de master sur ce sujet, sur l'équilibrage au large. Mais entre la théorie et la pratique, il y a deux réalités différentes. Les Britanniques n'ont pas réussi à résoudre ce problème, et les États-Unis n'y arriveront pas non plus. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que les empires finissent toujours par disparaître. D'une certaine manière, ça m'étonne que Donald Trump et les Américains poursuivent la même stratégie qu'Israël à Gaza. Le désarmement du Hamas, le désarmement du Hezbollah. Et aujourd'hui, avec la nouvelle visite du Premier ministre irakien aux États-Unis, les États-Unis cherchent en fait à désarmer la résistance en Irak. Et cela n'arrivera pas. Je suis désolé, ça n'arrivera pas. Honnêtement, il est trop tard. C'est trop tard pour ça. L'autre chose, c'est que les États-Unis ont perdu le contrôle sur une grande partie de l'Irak et sur ce qui s'y passait politiquement. Ça devait forcément mal finir en Irak, parce que le modèle américain, comme le modèle britannique, consiste toujours à maintenir une minorité au pouvoir, une minorité dictatoriale au pouvoir sur une majorité. C'est comme ça qu'ils aiment gérer leurs projets coloniaux. C'est ce qu'ils font au Liban. Le Liban est au fond une colonie. C'est une colonie américaine avec une minorité qui dirige et détient le pouvoir sur une majorité. Et c'est comme ça qu'ils le veulent. Mais l'Irak, au final, Nima, l'Irak reste encore aujourd'hui le plus important. C'est le numéro 1 dans la région à cause de son espace aérien. Et il se trouve entre tous les autres et l'Iran. C'est ce qui rend l'Irak si déterminant. Le problème, c'est que l'Amérique a une énorme épée de Damoclès au-dessus de la tête des Irakiens. Parce que le fonds souverain pétrolier irakien est en gros à la Réserve fédérale de New York. Les États-Unis contrôlent totalement l'économie irakienne. Tout est en dollars.
Tout est à New York. It's all dollar. Et ils ont un interrupteur marche-arrêt. S'il y a le moindre problème, des problèmes graves en Irak, ils peuvent simplement There's any couper. problems, serious problems in Et les Iraq, États-Unis ont fait ça intentionnellement après la guerre en Irak ou pendant la guerre en Irak. potentially after the Iraq War or during the Iraq War. Right? That was one of the first things the U.S. administration did was L'une des premières choses qu'a faite l'administration américaine, ça a été de mettre en place cette gestion américaine des avoirs irakiens, un peu comme ce que les États-Unis ont fait avec le Venezuela. C'est similaire. Ils peuvent vendre du pétrole, mais l'argent doit passer par les États-Unis. Dans le cas du Venezuela, l'administration Trump semble avoir tout volé. Ils ont volé 18 milliards de dollars jusqu'ici. Personne ne sait où est cet argent, ni ce qu'il est devenu. Il a probablement fini dans les poches de vous savez qui. Mais avec l'Irak, ils font ça plus ou moins depuis 2004 ou 2005, depuis qu'ils ont mis ce système en place. Et au final, c'est un énorme moyen de pression sur l'Irak. Le pays a déjà une très mauvaise économie, et ce qu'ils possèdent, ils peuvent le faire s'arrêter brutalement d'un simple geste. Donc, tant que l'Irak ne se dédollarise pas, il ne peut pas avoir une politique étrangère indépendante. Il aurait déjà annoncé que son espace aérien est fermé. Pas d'Américains, pas d'Israéliens, rien. Tout avion au-dessus de notre espace aérien sera abattu. Ce serait la position neutre normale qu'on attendrait d'un pays comme l'Irak dans cette situation précise, avec l'Iran comme pays ciblé juste à l'est de ses frontières. Ce serait une réponse normale. Mais ce n'est pas la réponse officielle. Le peuple veut le départ des États-Unis. Les Irakiens veulent une politique étrangère indépendante, mais ils ne le peuvent pas. Ils tiennent littéralement les dirigeants en joue en Irak. Gros problème. Merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. C'est un plaisir d'être avec vous, Nima. Je vous remercie.